Je ne sais pas comment décrire Pinellas Park. Ce quartier n'a pas une très bonne réputation. Il n'est pas nécessairement dangereux. C'est plutôt une communauté ouvrière. Oui, c'est ça. Ça s'est passé au sein de la classe moyenne américaine. Dans une communauté de banlieue ensoleillée au bord de la mer, entre deux étudiantes. Le secondaire est pour la plupart des adolescents la période où ils s'épanouissent le plus. Mais ceux qui ont été impliqués dans l'histoire de Sarah Ludeman et Rachel Wade se souviennent que leur dernière année n'avait rien à voir avec le film « Ça chauffe au lycée Ridgemont ». Elle ressemblait plus au film d'horreur Frisson. Les parents de Sarah étaient un peu plus vieux. Ils avaient attendu 16 ans avant d'avoir un enfant et Sarah était leur fille unique. Elle était la petite fille à son papa, son rayon de soleil. Ils venaient la chercher à l'arrêt d'autobus. Ses parents avaient grandi et s'étaient mariés à New York, mais quand ils ont eu un enfant, ils sont partis en Floride. C'était moins dangereux. Sarah n'avait jamais eu de petite amie auparavant. À 18 ans, elle n'avait jamais fréquenté de garçon. Mais toutes ses amies avaient déjà perdu leur virginité et avaient des soupirants. Jamais un garçon ne s'était intéressé à elle. Selon les amis de Sarah Ludeman, elle rencontre Josh Camacho par hasard au printemps 2008 dans un restaurant du quartier. Elle était jolie et il avait des airs de mauvais garçon. Alors elle n'en revenait pas qu'il s'intéresse à elle. Il l'a regardée dans les yeux et lui a fait un clin d'œil. Pour elle, ça a été le coup de foudre. Elle était convaincue que ce garçon était amoureux d'elle. Pour une adolescente, la première histoire d'amour, à 17 ou 18 ans, c'est mémorable. Pour une fille, c'est le grand amour. Il n'y a plus rien qui compte dans sa vie, à part son petit ami. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut, et Josh en a bien profité. Elle a changé d'école la dernière année pour aller à la même école que lui. Elle était totalement folle de lui. Quand il se retrouvait à l'école, il faisait mine de l'ignorer devant ses amis. Josh ne tenait jamais la main de Sarah en public. Je me suis demandé pourquoi ça le gênait de s'afficher avec elle. Pourquoi ne lui témoignait-il aucune affection? C'était un peu comme dans Brillantine. Les amours de vacances, c'est bien, mais un jour, l'école recommence. Elle avait beaucoup de peine, mais elle s'est quand même accrochée à lui. Josh croyait qu'il pouvait avoir 4 ou 5 petites amies en même temps et qu'il n'avait pas besoin d'en traiter une mieux que les autres. Il devait simplement les voir chacune leur tour. Il n'était pas forcément beau, mais il avait un charme indéniable qui séduisait toutes les filles, et il savait comment s'y prendre pour que chacune d'elles se sente spéciale. Comme le rapporte Lane D. Gregory, qui a interrogé presque toutes les personnes impliquées dans cette affaire, Josh Camacho fréquente alors Sarah Ludeman ainsi que 2 autres filles. Il fréquentait une fille avec qui il avait eu un enfant et qu'il appelait la mère du bébé. Puis il avait une histoire avec une certaine Rachel qui avait son propre appartement. Sarah habitait encore chez ses parents et elle avait un couvre-feu. Donc il passait la soirée avec Sarah jusqu'à ce qu'elle doive rentrer chez elle et il allait ensuite coucher chez Rachel. Je crois que ça lui plaisait bien que 2 jeunes filles s'intéressent à lui. Il aimait être le centre de l'attention, en fait. Sarah était une jeune fille qui voulait faire des études universitaires, obtenir son diplôme, avoir un bon emploi, passer les fêtes en famille. Quant à Rachel, À l'âge de 14 ou 15 ans, elle a commencé à rejeter toute autorité. Elle n'écoutait plus personne. Elle s'est mise à sortir tard le soir, à désobéir à ses parents et à ne pas respecter leur couvre-feu. Elle ne leur disait même plus où elle allait. Rachel a abandonné l'école et elle s'est trouvée un emploi de serveuse.
Elle tenait à avoir son appartement et sa voiture, donc elle s'est trouvée un travail dans un restaurant. Sarah a vu une publication sur la page MySpace de Rachel. C'est comme ça que tout a commencé. Les deux adolescentes se sont connues sur les réseaux sociaux. Elles découvrent qu'elles fréquentent toutes les deux Josh Camacho. Leur relation se détériore rapidement. Tuesday, August 26th, at 10:13 a.m. Please tell me, Sarah, why you would be a dumb to put a brand new picture of you and Josh at the beach on your MySpace. End of message. De nombreux rapports de police font état, en 2008, d'une série d'altercations entre Josh, Rachel, Sarah et une autre jeune femme, la mère de l'enfant de Josh. Puis, en 2009, l'affrontement entre Rachel et Sarah s'intensifie, tandis que la mère de l'enfant de Josh cherche à prendre ses distances. J'ai l'impression qu'elle savait qu'elle n'avait aucune emprise sur lui, alors que les deux autres tentaient de se l'approprier. Elle avait un bébé dont il fallait qu'elle s'occupe et elle se contentait de laisser Josh venir le voir. La compétition entre Rachel et Sarah pour conquérir Josh Camacho prend des allures de vendetta. Elle se livre à des attaques personnelles et publiques via leurs messages textes et vocaux, ainsi que dans les réseaux sociaux. Friday, August 29th, at 4:33 p.m. Hey Sarah, it's Rachel. It's so funny how you talk and you want to sit there and say that my man was at your house. Then tell me what he was wearing tonight, Sarah. You're dumb for real. Plusieurs se demandent d'ailleurs pourquoi elles ne s'en prennent pas directement à Josh. Elles savaient toutes les deux que Josh les trompait l'une avec l'autre et qu'il couchait avec toutes les deux. Elle lui donnait toutes les deux de l'argent, l'invitait au restaurant et le conduisait où il le voulait. Il n'avait pas de travail. Pourtant, elle n'était pas en colère contre lui, mais elles se disputaient entre elles. Ça m'a toujours sidérée. Sarah était jolie, réservée et timide. Elle n'était pas du genre à courir après les garçons. Ça l'effrayait. Alors que Rachel était une fille de la rue, en quelque sorte. Elle manquait de vernis. Dans ce contexte, Sarah est devenue celle à qui Rachel faisait payer tous les torts de Josh. Mais c'est sur Josh qu'elle aurait dû diriger sa rancœur. C'était lui le fautif. Mais que fait Rachel? Elle projette tous les défauts de Josh sur Sarah. Wednesday, July 9th, at 1:13 p.m. I'm letting you know now, you're either going to get f***ed up or something of yours, so watch the f*** out or answer your phone. Stop being a... Je me souviens d'avoir été amoureuse d'un garçon à 18 ans. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Ma vie était complètement transformée. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elles s'en sont prises l'une à l'autre plutôt qu'à lui. Sarah et Rachel sont tout de même conscientes que Josh est responsable de la haine qu'elles éprouvent l'une pour l'autre. Le 17 juin 2008, Rachel publie sur sa page MySpace « Tu m'as trompé, tu m'as frappé, chaque fois tu as dit « Je suis désolé, je ne le referai plus. Tu n'es qu'un petit garçon, j'ai besoin d'un homme. » Malgré tout, Sarah et Rachel refusent toutes les deux de quitter Josh. Pourquoi elle ne l'a pas quitté tout simplement? Elle était amoureuse de ce garçon. C'était son premier amour, sa plus belle histoire d'amour. Elle ne pouvait pas y renoncer. Friday, August 29th, at 4:33 p.m. You keep playing games. You're a pathetic little and you're a little girl. Honestly, what the do you have that's going for you that Josh wants you over me for? I got a job, have my own place. What the seriously? He could get anything he wants from me. Anything, not to mention that I look probably 10 times better than you. Rachel ne se gênait pas pour dire que Sarah était plus laide, plus grosse et moins intelligente qu'elle, qu'elle n'avait ni auto ni travail. Alors qu'est-ce que Josh pouvait bien lui trouver? Elle rabaissait Sarah en disant « Pourquoi voudrait-il de toi quand il peut m'avoir moi ?»
Chacune croyait que l'autre lui avait volé son petit ami. Elles passaient leur temps à se rabaisser et à s'insulter mutuellement. Tous leurs amis des deux côtés disaient qu'il n'en valait pas la peine, qu'elles devaient le quitter et se trouver quelqu'un d'autre. Ils essayaient de les pousser toutes les deux à mettre fin à cette relation. Sent Tuesday, August 26th at 10:13 a.m. Blocked out your window when I get off work tonight, you dumb. Une chose pareille ne serait jamais arrivée à mon époque. On n'avait pas de réseaux sociaux ni de textos. On ne pouvait pas tout montrer à nos amis et réécouter en boucle nos messages. Ça ne serait jamais arrivé. Les adolescents peuvent être jaloux. Ils peuvent s'insulter et dire n'importe quoi sur Facebook, Twitter ou les autres réseaux sociaux. Peu importe. Mais d'habitude, ça ne se termine pas par un meurtre. C'est le moment où tout bascule, où il est très difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Nous savons que quelqu'un va mourir, mais comment en est-on arrivé là? Sarah disait que Josh était son grand amour pour toujours et elle croyait qu'ils allaient passer le reste de leur vie ensemble. C'est ce qui lui faisait croire d'une certaine façon. Je pense que pour Rachel, c'était plus quelque chose comme « elle ne l'aura pas, il est à moi ». C'était de la possessivité. Sent Wednesday, November 12th at 7:47 p.m. Hey Sarah, it's Rachel. I'm on my way to the park, and I'm sure you guys are probably walking since you're all broken, don't have cars, and I know you need to exercise. I'm sure Josh is trying to send you out a little bit. Sarah est à la cafétéria et elle pleure parce qu'elle devait voir Josh ce jour-là. Rachel est chez elle et elle pleure parce qu'elle aussi devait voir Josh. Elles croyaient toutes les deux que Josh les aimait et qu'ils allaient rester ensemble pour toujours. On ne peut pas laisser tomber une histoire d'amour comme celle-là. Elles ont toutes les deux découvert qu'il leur avait menti en disant qu'il était avec l'autre pour la énième fois. Alors elles ont commencé à s'envoyer des textos. Tout à coup, elles ne se limitent plus aux réseaux sociaux et aux messages vocaux. C'est comme si elles se rapprochaient l'une de l'autre. Aucune des deux ne voulait céder. Josh leur appartenait. Elles voulaient passer le reste de leur vie avec lui. Selon le rapport initial de la police, dans les jours qui ont précédé le 15 avril 2009, les insultes entre les deux femmes gagnent en intensité. Apparemment, Sarah serait allée chez Rachel en voiture et l'aurait menacée. Sarah fait la bonne chose. Elle écrit à Josh. Que fait Josh? Il lui répond « Viens, je vais tout arranger ». C'est Josh qui allume la mèche de ce baril de poudre. Rachel est allée vérifier si Sarah était chez Josh. Elle voulait savoir s'ils étaient ensemble. Quand elle a vu que Sarah était là, le trio s'est échangé toute une série de messages. Elle a écrit à Josh « Maintenant, je sais pourquoi tu n'es pas venu chez moi, parce que je la vois avec toi. » Sent Sunday, August 31st at 11:25 p.m. Why don't you come see Josh now, Sarah? Come see him now while I'm outside his house. I dare you. Un témoin déclare à la police que Sarah Ludeman a mis son téléphone en mode haut-parleur et qu'il a alors entendu Rachel Wade dire qu'elle irait chez Sarah pour les poignarder, elle et son petit ami mexicain. Elle l'insulte, mais elle veut quand même qu'il revienne auprès d'elle. C'est difficile de se mettre dans la peau d'une adolescente. Je ne veux pas paraître sexiste, mais les adolescentes sont beaucoup plus émotives que les adolescents. À ce moment-là, il n'est pas question pour eux d'appeler la police. Parce que Josh, le manipulateur, sait très bien ce qu'il fait. C'est lui qui tire les ficelles.
À la suite de ces menaces, Rachel quitte les lieux un peu avant 23 heures pour se rendre chez un ancien petit ami qui habite un peu plus loin. Est-ce que Rachel est partie à ce moment-là en se disant « Je vais revenir et cette fois-ci, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais lui montrer qui commande ici, qui a le contrôle de la situation. » Sarah doit rentrer chez elle avant son couvre-feu de 23 heures. Elle habite tout près de l'endroit où elle était avec Josh. Son père lui a écrit pour lui demander de rentrer à la maison. Donc, elle sait que son père l'attend. Elle sait que Josh a écrit à Rachel. Et elle est partie. À une intersection, elle croise une amie qui lui dit « Devine qui je viens de voir, j'ai vu Rachel juste là. » Tous les maillons de la chaîne se sont assemblés à minuit. Dans ce genre de situation, les gens ressentent une rage intérieure que certains qualifient de volcanique. Cette rage doit sortir. Elle doit exploser comme une éruption, elle doit se répandre, et c'est ce qui est arrivé. Elles se sont vues et se sont affrontées physiquement ce soir-là. Je crois que c'est ce qui a fait la différence. Les témoins confirment que Sarah Ludeman s'est rendue au 9800 de la 52e rue à Pinellas Park pour affronter Rachel Wade. Elle a à peine eu le temps de sortir de son auto. Les deux filles se roulaient par terre en se donnant des coups de poing, en se tirant les cheveux et en s'insultant. En fait, c'était une vraie bagarre de rue. Elles se sont battues furieusement, mais pas longtemps. Les coups pleuvaient de partout. Le problème, c'est que l'une d'elles avait un couteau. Elle a sorti son couteau et elle lui a planté droit dans le cœur. Sir, what's going on? There's been a stabbing. There's a fight and there's a stabbing. Someone was stabbed? Yes. She's on the floor. Who stabbed her? C'était une petite communauté paisible, vous voyez? Et tout à coup, voilà que deux adolescentes se battent dans la rue, en plein cœur de cette jolie petite banlieue américaine. C'est arrivé un peu après minuit. J'étais en devoir ce soir-là. Alors j'ai été appelé sur les lieux. Quand un incident du genre se produit, nos unités se rendent sur place, sécurisent la scène du mieux qu'elles le peuvent, et puis elles nous appellent. Quand la police arrive, la bagarre est terminée. Rachel Wade est consolée par des amis. Quant à Sarah Ludeman, elle a reçu 2 coups de couteau potentiellement mortels. Elle a d'abord été poignardée à l'épaule, puis en plein cœur. Elle a rampé jusqu'à son auto, puis elle a appelé Josh pour lui dire qu'elle avait mal et le téléphone s'est éteint. Il s'est vite rendu chez Sarah pour prévenir son père. À leur arrivée, les ambulanciers étaient sur place. Il y avait du sang partout. Le pire scénario possible. Un scénario inimaginable s'était réalisé. Le père de Sarah est arrivé et il a vu sa fille gisant par terre. Ça doit être une vision vraiment horrible pour un père. Quand je suis arrivé, tous les individus impliqués dans la bagarre étaient encore sur place. Sarah a été transportée à l'hôpital peu de temps après. Elle n'était plus sur les lieux, mais le sol était couvert de sang près de la fourgonnette qu'elle avait empruntée. Et on a trouvé quelques-uns de ses vêtements. Rachel était toujours sur place.
Elle était assise sur le perron de la maison d'une amie, sur une sorte de banc à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce qui arrive après une éruption volcanique? Tout se calme. Et c'est ce qui s'est passé. Après avoir déversé ce torrent de rage, une fois la poussière retombée, c'était comme si elle était soulagée que ce soit enfin terminé. À ce moment-là, je ne pourrais pas dire que Rachel semblait bouleversée ou attristée par ce qui venait d'arriver. Non, elle était assise bien tranquillement. Elle était calme. En discutant avec les amis qui étaient avec Sarah ce soir-là, on a mieux compris ce qui s'était passé, même si tout n'était pas clair. En fait, il s'agissait d'une sorte de triangle amoureux dans lequel deux filles se battaient pour le même garçon. Josh est parti. Il s'est enfui. L'ironie dans tout ça, ce qui est triste, c'est qu'elle pensait que c'était Sarah son problème, mais ce n'était pas Sarah le problème. Le problème, c'était Josh. C'est lui qui avait mis le feu aux poudres. En fait, il disait à ces deux filles qu'il les aimait et leur demandait de coucher avec lui. Et quand tout a dérapé, il les a laissées tomber toutes les deux. When Sarah was hitting me, I went to hit her and I really did not mean to stab her. I'm not going to kill somebody. Tell me how it happened. So she was hitting me, and when I went to hit her back, I had put one of my hands up, and I tried to hit her back and keep my hands in front of me. Beaucoup de ces déclarations ne servaient qu'à la couvrir. Elle se donnait le rôle de la victime au lieu de reconnaître sa responsabilité dans cette affaire. I did not mean to stab her at all. How many times did you stab her? I guess once. L'important était de déterminer si son acte avait été prémédité. Est-ce qu'elle avait pris le couteau avec la ferme intention de l'utiliser ou l'avait-elle utilisé pour se défendre? Are you telling me that you had it for some form of protection? Yeah, because I know they're going to tell me. Est-ce qu'elle l'avait pris à la dernière minute parce qu'elle se faisait attaquer? I had it out when Sarah got there, hoping that she would just walk away from me or see it and think that I was actually going to do something, and they both came after me. En tant qu'enquêteur, on observe et on remarque certains détails quand on parle avec quelqu'un. Je crois que, manifestement, elle essayait de déguiser la vérité. Do you know what my job is? I'm a homicide detective. Okay, they called me because of the serious nature of her injuries. Okay, she was stabbed. All right, she was stabbed twice. Because before I came here to talk to you, I went down and saw her at the hospital. C'est une carte que je peux garder dans mon jeu pour la sortir au moment opportun pendant l'interrogatoire, si je le juge nécessaire. The next piece of information that you need to know is that she is dead. Oh, God. Okay, she died as a result of these stab wounds that she had at Northside Hospital. I didn't know where she had been stabbed. Oh, my God. All this over Josh? I just didn't want them to terrorize me anymore. They follow me everywhere. They come to my job. They come to my house. I did She's not not. going to follow you anymore because she's dead now. Oh, my God. À son arrivée à l'hôpital, elle avait déjà rendu l'âme. C'est vraiment très triste. Sent Wednesday, April 15th at 1 p.m. Yeah, Sarah, it's Daddy. I know you're not with us no more. I'm hoping somebody's listening to this phone. If you are, could you call me? My daughter was killed last night. I just want a little closure. Pour Rachel, la vie humaine n'avait aucune valeur ce soir-là, sinon elle n'aurait pas pris un couteau.
À 8h59, le 15 avril 2009, Rachel Wade, 18 ans, est incarcérée à la prison du comté de Pinellas et accusée du meurtre au 2e degré de Sarah Ludeman. La communauté sous le choc doit maintenant comprendre comment un triangle amoureux entre adolescents peut être à l'origine d'un meurtre. Le lendemain matin, je me suis rendue sur la scène du crime avec un photographe. Il y avait encore du sang dans la rue. J'ai dit à mon rédacteur en chef que je voulais fouiller cette histoire en profondeur parce qu'il restait encore bien des zones d'ombre. C'est plutôt rare que de jeunes étudiantes soient à la fois victimes et coupables d'un meurtre. On ne voit pas ça souvent. Pinellas Park est une de ces villes de la région de Tampa Bay où les gens vivent de génération en génération. Ce n'est pas un endroit à touristes avec ses plages. Les riches n'y ont pas de maison de vacances. Les gens habitent dans leurs petites maisons modestes et y passent toute leur vie. Le fait qu'il soit dans cette école a certainement joué un rôle dans cette affaire. Plusieurs années auparavant, un étudiant avait fait feu sur un professeur à l'école secondaire de Pinellas Park. Donc, il s'était déjà passé un événement traumatisant dans cette école. L'incident violent est survenu lorsqu'un directeur adjoint s'est approché d'un étudiant en possession d'une arme à feu. Michael Lynch, l'enquêteur principal dans cette affaire, habite depuis toujours à Pinellas Park. Il a fréquenté l'école secondaire en question et il était présent en 1988 lorsque 2 étudiants avaient déclenché une fusillade à l'école. Mon frère avait 2 ans de moins que moi. J'étais finissant et il en était à sa 2e année. On était en classe à ce moment-là. C'était avant les cellulaires, en 1988. Bien sûr, les parents avaient paniqué. Personne ne savait ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas texter à leurs enfants ou les appeler. L'école a été fermée. Tout le monde a dû rester sur place et au bout d'un moment, on a pu sortir. Un directeur adjoint avait été tué et 2 professeurs avaient été grièvement blessés. La police était intervenue et avait finalement arrêté les assaillants. À la suite de ce drame, la communauté était restée profondément marquée. On a eu quelques jours de congé et après la fin de semaine, à notre retour à l'école, l'atmosphère était complètement différente. Les gens étaient encore traumatisés par l'événement. Il y avait des impacts de balles sur les murs extérieurs de l'école, là où l'échange de coups de feu avec les policiers avait eu lieu. Le premier incident qui était survenu à cette école avait traumatisé tout le monde. Les étudiants, les enseignants et les parents croyaient tous avoir mis ces événements derrière eux. Et voilà qu'une étudiante de l'école secondaire de Pinellas Park en tuait une autre. Après le drame, chacun se demandait sur qui rejeter le blâme. C'était étrange parce que la communauté était divisée comme à un mariage. D'un côté, il y avait la famille et les amis de Sarah, et de l'autre, la famille et les amis de Rachel. Ils étaient tous émotifs, en colère, dévastés. Les parents de Sarah et de Rachel savaient que leurs 2 filles ne s'entendaient pas, mais ils ignoraient à quel point c'était grave. Il n'y a qu'une seule personne à blâmer, et c'est Rachel. Rachel Wade a tué Sarah. I don't want to hurt anybody. My parents did not raise me that way. Okay, I know that, but you They did did tell not me. have any intention on stabbing her. Je ne sais pas si Rachel avait l'intention de tuer Sarah. Je crois qu'elle voulait faire ça dur à cuire et lui montrer qu'elle lui était supérieure, mais je ne pense pas qu'elle voulait vraiment la tuer. Face à un chef d'accusation de meurtre au 2e degré, les avocats de Rachel proposent immédiatement de plaider la légitime défense. L'État de la Floride a adopté une loi, la loi Stand Your Ground, qui stipule que si vous avez des motifs raisonnables de crainte pour votre vie, si quelqu'un vous assaille et que vous tuez cette personne, vous n'êtes pas coupable de meurtre. En Floride, lorsqu'on invoque la loi Stand Your Ground, vous pouvez bénéficier d'un mini-procès si vous le voulez. Il se déroule devant un juge
Et les avocats de la défense peuvent présenter les faits qui leur semblent pertinents pour invoquer la légitime défense. Cette loi unique à la Floride est étrange. On peut l'interpréter de différentes façons. Selon les lois de la Floride, Rachel Wade aurait pu utiliser une force mortelle si elle avait des motifs raisonnables de croire qu'une telle force était nécessaire pour protéger sa vie ou prévenir toute blessure sérieuse à sa personne. Il y avait tellement de preuves qui démontraient que l'animosité entre elles existait depuis longtemps. Les parents de Sarah craignaient que Rachel ne reçoive qu'une peine de détention provisoire. Si le juge de première instance accepte la demande des avocats de Rachel Wade, celle-ci ne recevra qu'une peine légère pour avoir poignardé Sarah Ludeman. Le point en litige, c'était: est-ce que la loi donne le droit à quelqu'un qui se serait disputé avec quelqu'un d'autre de le tuer s'ils en viennent aux mains? L'affaire Rachel Wade est intéressante à mon avis parce que d'un côté, il y a Rachel Wade, qui n'est pas une meurtrière, mais qui a tué quelqu'un. Et de l'autre, il y a une victime qui a provoqué sa meurtrière. Et puis il y a une troisième personne au centre de tout ça, Josh, qui tirait les ficelles. Personne ne nie que Rachel Wade, 18 ans, a poignardé sa rivale Sarah Ludeman lors d'une bagarre dont leur petit ami commun Josh Camacho était l'enjeu. Par contre, les proches de Rachel allèguent qu'elle a agi en légitime défense selon une loi unique à la Floride, la loi Stand Your Ground. S'il avait été établi que ce cas relevait de la loi Stand Your Ground, alors l'État aurait abandonné les charges de retenue contre Rachel et le procès n'aurait pas eu lieu. Si Sarah avait su que Rachel avait un couteau, est-ce qu'elle aurait osé s'en prendre à elle? On voulait savoir si Rachel avait déjà le couteau dans la main au début de la bagarre, ou si elle était allée le chercher pendant la bagarre, ou encore est-ce que quelqu'un le lui avait donné. Ce n'était pas un couteau de poche. Ce n'était pas un couteau qui traînait là par hasard. C'était un couteau que Rachel avait sur elle. Sarah n'était pas armée et les avocats ont dit que Rachel avait prémédité son geste parce qu'elle avait mis le couteau dans son sac à main avant de quitter son appartement. Elle ne l'avait pas pris par hasard sous l'impulsion du moment. Il y a préméditation lorsqu'on ne veut pas nécessairement tuer une personne, mais qu'on y pense une seconde avant de le faire. Si dans son esprit, elle se dit en prenant le couteau « je vais tuer cette personne », alors c'est prémédité. Et si elle n'y avait pas pensé avant, mais qu'elle a un couteau sur elle et qu'elle se dit « j'ai un couteau dans mon sac et je vais tuer Sarah », même si c'est la première fois que cette pensée lui traverse l'esprit, au sens de la loi, c'est la définition d'un meurtre prémédité. S'il est prouvé que Rachel Wade avait sur elle un couteau dans l'intention de blesser Sarah Ludeman, le tribunal ne pourra pas retenir la légitime défense. Rachel a toujours eu de la difficulté à expliquer pourquoi elle avait pris un couteau et pourquoi elle l'avait mis dans son sac ce soir-là. Qu'est-ce qu'elle prévoyait faire quand elle a sorti ce couteau d'un tiroir et qu'elle l'a emporté avec elle sur le lieu du crime? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? La menacer ou la tuer? Ce n'était pas un gros couteau, ce n'était pas un couteau de chasse, c'était un couteau de cuisine. Rachel l'avait pris au restaurant où elle travaillait. C'est le genre de couteau qu'on utilise pour peler les pommes de terre. When you went back up to the house, what did you do with the knife once you had it? I threw it Where? towards the neighbor's house. Elle a lancé le couteau en direction de la maison du voisin, sur le toit. Maintenant qu'on avait une idée de la direction où elle avait jeté l'arme du crime, on est monté sur le toit de la maison du voisin et on a fini par la trouver. Selon les médias locaux, le passé de Rachel pourrait expliquer pourquoi elle a décidé de prendre un couteau avant d'aller affronter Sarah Ludeman. Elle avait déjà menacé sa mère avec un couteau. Un jour, elle s'est disputée avec sa mère et elle a pris un couteau dans un tiroir. Elle ne s'en est pas prise à sa mère, mais elle s'est enfermée dans la salle de bain avec le couteau. Just leave me alone. Elle a pris ce couteau parce que par le passé, elle avait déjà fait la même chose lors d'une dispute violente avec sa mère. Arrête, sinon tu vas le regretter. Je suis certain que ce soir-là, elle a pris le couteau pour la même raison. Ce n'était pas pour tuer, c'était pour signifier « Écoute, je
suis sérieuse, alors arrête. Par contre, c'est plutôt difficile de faire un lien entre ces deux événements. On ne peut pas comparer une dispute entre une mère et sa fille qui a un peu perdu la tête à un drame comme celui-là. Rachel a pris un couteau, l'a apporté sur les lieux et a poignardé Sarah en plein cœur. Point final. C'est elle qui est responsable de ce meurtre. Lors de son interrogatoire, quelques heures après la mort de Sarah Ludeman, Rachel Wade soutient qu'elle a pris un couteau parce qu'elle craignait d'être agressée par Josh Camacho et ses amis. Josh has hit me before. Josh's brother's threatened to hit me before. Do you have a gun or anything else? Okay, so that was your form of protection. Elle ne savait pas forcément que Sarah allait venir. Sa présence semble être due au hasard. Donc, est-ce qu'elle pensait que Sarah venait régler ses comptes avec elle ou qu'elle allait se battre avec Sarah plus tard? Je ne sais pas. La défense de Rachel Wade est consolidée par les gestes posés par Sarah. Les déclarations des témoins et les rapports de police montrent sans l'ombre d'un doute que Rachel Wade et Sarah Ludeman ont toutes les deux nourri le conflit qui les opposait au sujet de Josh Camacho. Leur rivalité a souvent été comparée au comportement des protagonistes du film Méchantes ados, tourné 5 ans auparavant. Sarah et ses amis allaient au Applebee's pour intimider Rachel pendant qu'elle travaillait. Elle s'assoyait dans sa section et elle la bousculait ou elle lui bloquait le passage quand elle transportait des plateaux remplis de nourriture. En réalité, elles étaient dépendantes l'une de l'autre dans cette relation chaotique. Elles avaient besoin l'une de l'autre. Est-ce que je crois que Sarah est complètement innocente? Non. Elle a nourri les hostilités. Et c'est elle qui est allée chez Rachel à ce moment-là pour provoquer l'affrontement. On ne l'a jamais nié. On n'a jamais tenté de le nier. Sarah ne s'est pas présentée chez Rachel en pointant une arme à feu sur elle. Ce n'est pas ce qui est arrivé. La vérité, c'est que Sarah l'a menacée de la frapper et que Rachel a alors décidé de sortir son couteau. Les procureurs détiennent un élément de preuve irréfutable. Un message vocal que Rachel Wade a laissé à Sarah Ludeman avant leur affrontement. Sent Friday, August 29th at 4:33 p.m. Seriously, I told you to watch your back and not chill with him. Now you're mine, and I'm guaranteeing you I'm gonna murder you. Ce sont les mots qu'elle a utilisés. C'est à Sarah qu'il s'adressait. Elle a dit « Je vais t'assassiner ». Ce n'est pas une expression insignifiante, du genre de celle qu'on lance dans le feu de l'action « Je vais te tuer pour ce que tu as fait ». Le choix du verbe « assassiner » n'est pas anodin dans les circonstances. Absolument pas. You're fat, and I'm gonna kill you. I swear on my life. Qui d'entre nous n'a jamais dit « je vais te tuer » sur le coup de la colère? Mais elle, ses propos ont été enregistrés et elle est allée très loin. Pendant le procès, je crois que c'est lorsqu'on a fait jouer le message vocal où Rachel dit à Sarah « Je vais t'assassiner » que tout le monde dans l'audience a tressailli. Rachel s'est laissée envahir par la rage. Elle était folle de rage et elle n'était plus capable de se contrôler. Les mots qu'elles ont utilisés ont peut-être dépassé leurs pensées. Elles ont dit toutes sortes de choses, toutes plus méchantes et délirantes les unes que les autres. Est-ce qu'elles les pensaient vraiment? Qui sait? Certains peuvent regarder ça et dire « Eh bien, c'est ce que tu as fait, c'était prémédité ». Je n'en suis pas certain. Je vois plutôt une adolescente jalouse et pleine de rage qui profère des menaces en espérant que l'autre fille va avoir peur et s'en aller. Elle n'était pas en contrôle de ses émotions et elle se sentait lésée. Elle se pensait forte. Elle n'allait pas tolérer qu'on lui vole son petit ami sans réagir. Mais ce n'était qu'une enfant. Une enfant stupide. Malgré les messages vocaux incriminants, la loi sur la légitime défense en vigueur en Floride stipule que Rachel Wade avait le droit de tuer Sarah Ludeman en toute impunité si elle estimait que sa vie était en danger. C'est elle qui a foncé sur Sarah.
Si Sarah avait été sur le porche de la maison et non près de sa voiture, alors là, ça aurait pu être de la légitime défense. Je sais que nous aurions vu les choses différemment si Rachel était restée dans la cour ou à l'intérieur de la maison et qu'elle avait été attaquée, ou si ses assaillants étaient rentrés chez elle ou l'avaient pourchassée. Mais quand vous sortez d'une maison où vous étiez en sécurité avec des amis pour aller dans la rue défier quelqu'un et le frapper avec un couteau, ce n'est plus de la légitime défense. Sarah n'avait pas d'armes. Elle pensait qu'elles allaient se donner des coups de poing, faire des prises de lutte, se tirer les cheveux. Mais Sarah n'avait pas d'armes. C'est donc plus difficile de prouver que Rachel a cru que Sarah voulait la tuer. Et c'est justement ce que l'on doit exploiter pour invoquer la légitime défense. C'est pour ça que cet argument n'a pas été retenu. La défense de Rachel Wade invoquant la loi Stand Your Ground est donc rejetée par le juge de première instance. À la suite de son procès devant jury, elle est reconnue coupable de meurtre au 2e degré et le 3 septembre 2010, elle est condamnée à 27 ans de prison. Le jury a examiné toutes les preuves présentées en cours et il en a conclu qu'il s'agissait d'un meurtre. Personnellement, je suis d'accord. Le seul qui semble se tirer indemne de ce procès, c'est l'homme à l'origine de cette tragédie, Josh Camacho. On en a discuté avec le procureur. Est-ce qu'on pouvait l'accuser de quelque chose? Quelles preuves pouvait-on présenter contre lui? Il n'y avait aucune preuve matérielle. Il n'y avait pas de texto qui disait « Chérie, si tu m'aimes, tu devrais lui donner une leçon ». On aurait pu l'accuser de négligence ayant causé la mort si on avait réussi à prouver qu'il les avait montées l'une contre l'autre, ou qu'il avait dit à Rachel « Prends un couteau et poignarde-la » ou « Tue-la qu'on en finisse ». Ce genre de choses. Je crois qu'il a attisé le feu avec son attitude. Mais je ne pense pas qu'on aurait pu l'accuser de quoi que ce soit. En réalité, on ne peut pas accuser quelqu'un parce qu'il est un salaud. Il n'a été accusé de rien. Il n'avait laissé aucun message incriminant. Je n'ai jamais vu l'ombre d'un remords chez lui. Je crois qu'il se disait que comme ce n'était pas lui qui l'avait poignardé, il n'avait rien à voir là-dedans. Au tribunal, quand il s'est finalement pointé, les gens qui le voyaient pour la première fois ont dit « Quoi? Tout ça pour ce gars-là ?»